Elle a eu la gentillesse de préparer cette présentation en français. Merci beaucoup. Et je laisse la place à Michel pour la présentation. Donc, une cinquantaine de minutes de présentation. Ça suit ensuite, suivi ensuite d'une discussion avec la salle. Donc, gardez vos questions. On les attend ensuite. Merci, Michel. Bonjour tout le monde, merci d'être venu. Et je vous préviens d'avance que mon exposé est traduit de l'anglais, donc je vais le lire, mais je vais tenter de le lire avec beaucoup de drame et dynamisme. Et je m'attends à vos questions et à vos critiques. Bon. La mission de l'éducation repose sur une croyance fondamentale dans la réalité du transfert de l'apprentissage. Lorsque nous enseignons aux étudiants des concepts et des compétences, nous espérons, en effet nous supposons, que les compétences et les concepts que nous enseignons dans nos classes se transmettront à d'autres contextes, que ce soit dans une matière enseignée différente ou dans la vie quotidienne des élèves en dehors de l'école ou dans leur futur emploi. Cette croyance dans le transfert façonne la manière dont nous décrivons nos objectifs d'apprentissage. Nous professons enseigner non seulement des concepts disciplinaires précis comme la photosynthèse ou la révolution industrielle ou les règles du calcul différentiel, mais aussi des aptitudes générales comme la résolution de problèmes, l'attention aux détails, l'évaluation de la preuve et probablement le but le plus ambitieux et le plus fréquemment cité, les capacités de réflexion critique. Ces objectifs d'apprentissage dépendent de la capacité des étudiants à transférer ou à généraliser les compétences acquises dans un contexte spécifique à des domaines nouveaux et non familiers. La sagesse conventionnelle suppose que ce transfert se produit naturellement, peut-être comme un sous-produit presque inévitable de l'éducation formelle. La scolarité, dit cette façon de penser, fait de nous de meilleurs penseurs, de meilleurs apprenants autonomes et même de meilleurs citoyens. Le transfert est si fondamental à notre mission éducative que lorsque le transfert est remis en question, la valeur de l'éducation elle-même est aussi en cause. L'économiste Bryan Caplan avance cet argument dans son livre de 2018, publié juste en janvier, The Case Against Education. Il présente une revue cinglante des recherches montrant l'échec généralisé des étudiants, non seulement à retenir les concepts qu'ils ont appris à l'école à long terme, mais aussi à démontrer le transfert en appliquant ce qu'ils ont appris à des situations hors de la classe. Les psychologues scolaires, écrit Caplan, n'ont pas réussi à mesurer un transfert d'apprentissage robuste. Il écrit: une grande part de ce que les écoles enseignent n'a aucune valeur sur le marché du travail. Les étudiants échouent à apprendre une grande part de ce qu'ils sont enseignés. Les adultes oublient une grande part de ce qu'ils apprennent. Quand vous mentionnez ces faits gênants, les éducateurs vous parlent de miracles. Étudier n'importe quoi vous rend meilleur à tout. Peu importe le siècle de recherche des psychologues scolaires qui explorent ces soi-disant miracles comme des mythes apaisants. Et Caplan utilise ces échecs pour argumenter dans son livre que l'enseignement supérieur est en général une perte de temps coûteuse. Les subventions à l'éducation devraient être réduites selon lui. L'enseignement supérieur devrait être moins abordable et plus exclusif, et la plupart des gens devraient suivre une formation professionnelle directe. Selon Caplan, l'économie américaine serait avantageuse si le niveau moyen d'éducation diminuait. De tels arguments montrent la puissante force rhétorique du transfert de l'apprentissage, non seulement pour justifier l'éducation formelle, mais aussi pour la critiquer. Comme je le montrerai dans cet exposé, ces arguments rhétoriques ont une longue histoire. Quelle est la preuve empirique derrière ces affirmations rhétoriques? Que pouvons-nous apprendre en explorant l'histoire de la recherche sur les transferts? Et comment une meilleure compréhension de ce corpus de recherche et de son développement historique pourrait-elle façonner d'abord la manière dont nous concevons nos objectifs d'apprentissage et, deuxièmement, les stratégies que nous utilisons pour enseigner aux élèves? Mon exposé portera sur deux aspects principaux de la recherche sur les transferts.
Dans la première section, j'examinerai le problème de la mesure du transfert. Et je montrerai qu'au cours du siècle dernier, une gamme étonnamment diversifiée de mesures pour mesurer le transfert ont été employées et qu'en conséquence, les chercheurs et les éducateurs ont eu du mal à tirer des conclusions cohérentes et fiables de la recherche sur le transfert. Et je soutiendrai également que la diversité des mesures découlait en partie du manque de conception cohérente de l'apprentissage et de la nature intrinsèquement diffuse du concept de transfert. Et dans la deuxième section, j'examinerai comment la recherche sur les transferts s'est traduite par des principes de bonne pédagogie pour les enseignants et comment elle a donné un élan supplémentaire au mouvement de réforme des programmes du milieu du siècle aux États-Unis. Et je montrerai aussi comment la validité de ces implications pédagogiques a été remise en question par des éducateurs contemporains et des psychologues qui doutaient de la pertinence de la recherche en laboratoire pour l'enseignement en classe, et aussi des historiens contemporains qui voient une exagération néfaste sur les revendications de transfert de recherche. Selon moi, l'histoire de la recherche sur le transfert met en évidence une relation contestée entre la psychologie expérimentale et l'enseignement en classe. Enfin, pour ne pas conclure sur un scepticisme total au transfert et à une pertinence pédagogique, je donnerai un aperçu de l'état actuel de la recherche sur les transferts et je montrerai qu'il y a des raisons d'être optimiste quant à notre capacité à transférer la recherche et à enseigner efficacement pour le transfert. Deux questions fondamentales que tout chercheur en transfert doit décider au début de son étude est, premièrement, ce qu'il faut mesurer et deuxièmement, comment le mesurer. L'énorme gamme d'études censées mesurer le transfert illustre le nombre d'approches possibles. Les premières études de transfert montrent déjà une partie de cette gamme. William James est généralement crédité de l'exécution de la première expérience de transfert. Dans son livre The Principles of Psychology, paru en 1890, James décrit une expérience dans laquelle il tente de déterminer si la pratique quotidienne de la mémorisation de la poésie lui permet de mémoriser plus rapidement de nouveaux poèmes. Et il a conclu que non. Outre son statut canonique en tant que première étude de transfert, cette expérience présente deux caractéristiques qui caractérisent de nombreuses études de transfert futures. Son intérêt pour la mémoire, spécifiquement le rappel, et comme indicateur pertinent d'apprentissage, et son utilisation de la vitesse et de la précision en tant que mesure pertinente. Une décennie plus tard, en 1901, Edward Thorndike et Robert S. Woodworth ont mené une étude emblématique qui est souvent citée comme document de base sur le transfert de la formation. Et en raison de son influence, je m'y référais plusieurs fois dans cet exposé. Leurs expériences mesuraient deux aptitudes principales qu'ils ont nommées fonctions mentales. D'abord, d'estimer les grandeurs comme la longueur de lignes différentes, la surface des formes de papier ou le poids de petits objets. Et en second lieu, en observant des mots contenant certaines lettres. Par exemple, en scannant une page et en marquant chaque mot contenant deux lettres E. Thorndike et Woodworth ont rapporté que ces fonctions ont été choisies parce qu'elles étaient représentatives et quantifiables. C'est peut-être une surprise, mais ils disent que l'exercice de recherche des mots, par exemple, correspondait grosso modo aux compétences nécessaires pour apprendre l'orthographe et plus généralement pour développer l'attention aux détails. Et l'exercice qui consiste à estimer les grandeurs correspondent au type d'expertise acquise par un marchand, comme un dégustateur de thé, ou un vendeur de tabac, ou un artisan comme un charpentier, qui acquiert la délicatesse de discriminer certaines données sensorielles. Et je voudrais ajouter que, bien que les auteurs ne le mentionnent pas, au tournant du siècle, la discrimination sensorielle
c'est-à-dire la capacité de remarquer des différences subtiles de tonie et de couleurs, par exemple, était considérée comme indicative de l'intelligence. Et cette association pourrait avoir contribué à leur test choisi. Donc, dans une expérience représentative, les sujets ont estimé les aires de forme de papier avec l'aide de 3 carrés de référence de 1, 25 et 100 cm². Et les sujets ont ensuite été invités à estimer les aires d'une série de rectangles. Et après, à chaque choix, on leur a dit la bonne réponse. Et finalement, ils ont été retestés avec le test initial. Et Thorndike et Woodworth ont utilisé leurs résultats pour soutenir que la formation est très spécifique. Premièrement, ils ont soutenu que l'amélioration des sujets dans l'estimation des aires de rectangles, une compétence sur laquelle on leur avait donné une rétroaction corrective, ne leur permettait pas d'estimer aussi bien les aires de formes de taille différentes. De plus, ils ont soutenu que l'amélioration des sujets pour estimer les aires de rectangles d'une taille spécifique ne leur permettait même pas d'estimer aussi bien les aires de rectangles d'une taille très similaire. Bon, ces découvertes frappent probablement les lecteurs modernes comme étroites et ésotériques. Mais Thorndike et Woodworth ont utilisé leur étude pour faire un argument puissant sur la nature de l'esprit et de l'apprentissage. Ils ont soutenu que leur étude minait, c'est le bon mot? Minait? OK. L'existence de larges fonctions mentales qui pourraient être améliorées par la formation. Par exemple, l'expérience ci-dessus a montré qu'il n'y avait pas de fonction mentale unifiée et formable pour estimer les aires. Entraîner à estimer des aires de rectangles n'a pas amélioré cette compétence pour d'autres formes ou même pour des rectangles de tailles différentes. Les fonctions mentales étaient si atomisées, disait-il, que la pratique dans une fonction améliorait rarement une autre fonction. Et c'est leur conclusion très bien connue. Ils disent l'amélioration d'une fonction mentale, d'une seule fonction mentale, entraîne rarement une amélioration égale dans toute autre fonction, aussi similaire soit-elle, car le fonctionnement de chaque groupe de fonctions mentales est conditionné par la nature des données dans chaque cas particulier. En d'autres termes, l'apprentissage est très particulier et par extension, le transfert est très rare. Ce qui est le plus frappant dans cette étude, c'est à quel point elle a influencé les récits sur l'éducation dans les premières décennies du 20e siècle. J'en dirai plus à ce sujet plus tard. Pour l'instant, je tiens à souligner que les auteurs ont utilisé des tâches de discrimination sensorielle étroites et mesurables et des tâches d'observation comme mesure de transfert, particulièrement pour montrer que les compétences d'apprentissage sont hautement atomisées et ne transfèrent que rarement. Une autre étude historique menée par Thorndike plus de 20 ans plus tard, en 1924, illustre à quel point les paramètres de la recherche sur les transferts ont été élargis. Dans cette étude, l'objectif était de mesurer comment les matières scolaires spécifiques affectait la capacité de penser des élèves, un objectif qui est beaucoup plus conforme à nos priorités aujourd'hui. C'était l'apogée des tests d'intelligence aux États-Unis. Et la mesure de Thorndike pour cette expérience était une combinaison de tests pour mesurer l'intelligence générale. Plus de 8000 lycéens de 9e, 10e et 11e année ont passé une série de tests à la fin de 2 années scolaires consécutives. Et les chercheurs ont ensuite utilisé différentes stratégies pour isoler ou tenter d'isoler les effets de sujets spécifiques. Bien que l'étude n'ait pas nié que les études scolaires aient entraîné une amélioration intellectuelle générale, Thorndike a soutenu que ces avantages intellectuels étaient beaucoup moins importants que ce que l'on suppose habituellement. De plus, il a prétendu que l'étude démystifiait l'idée que les sujets traditionnellement prestigieux, comme les langues et les mathématiques, produisaient une plus grande amélioration de la capacité que les autres sujets. Mais sa conclusion la plus provocatrice était que le niveau intellectuel initial d'un élève
avait une influence beaucoup plus grande sur le gain dans les résultats que les sujets qu'il ou elle étudiait. Cette étude fut un coup puissant pour le transfert d'apprentissage. Les études sur le transfert de la formation se sont multipliées au cours des premières années du 20e siècle. Vous voyez, ça c'est le transfer of training. Il y avait comme une explosion vers les années 1920-1930. Se sont multipliés au point qu'à la fin des années 1920 et 1930, diverses revues de recherche ont tenté d'organiser et de classer le mélange d'études. Par exemple, une étude de 1928 sur le transfert des études de formation a classé ces études en 4 grandes catégories. Ceux qui étudient la mémoire, ceux axés sur la perception et la discrimination sensorielle, comme celui de Thorndike et Woodworth, ceux qui étudient la pratique de la motricité. Ces expériences étudiaient des choses comme les effets de la pratique et sur les temps de réaction des sujets, ou si certaines tâches de vitesse et de concentration, comme le tri rapide des cartes, amélioraient la rapidité de frappe. Et finalement, la catégorie la plus pédagogique, les activités et les aptitudes de la classe. Et ces études portaient sur la question de savoir si la formation en classe ou dans une salle de classe était transférée à d'autres salles de classe, si la pratique des sommes rendait les élèves plus aptes aux autres opérations mathématiques, par exemple. Pour juste donner un autre exemple de cet effort à classer, il y a le manuel très largement utilisé Experimental Psychology de 1938 de Robert Woodworth. Et lui, il les a classés en 6 catégories. Et je vais juste souligner le premier parce que c'est assez étrange, je pense, de notre perspective. C'est le transfert bilatéral et ça examine la question physiologique de savoir si les compétences transfèrent à travers le corps. Comme si je pratique quelque chose avec ma main droite, est-ce que ça se transfère à ma main gauche? Et, si je pratique à écrire avec un miroir, est-ce que je peux développer la même compétence avec la main droite? C'est une investigation surtout physiologique. Et aussi, peut-être celui-ci, les expériences avec les labyrinthes, souvent c'était avec les rats, pour voir s'ils apprennent, si la pratique avec un labyrinthe se transfère avec... C'était pour mesurer la rapidité à naviguer un labyrinthe, mais c'était aussi à tracer des labyrinthes, les humains, tracer des labyrinthes avec un stylo. Donc, je voulais juste vous montrer à quel point les études sur les transferts étaient vastes et variées dans la première partie du 20e siècle. Et je voulais montrer le large éventail des mesures qu'elles utilisaient. Et les mesures utilisées dépendaient de ce qui était conçu comme de l'apprentissage. Et le problème était que rien ne ressemblait à un consensus sur une définition de l'apprentissage. Certains psychologues ont formulé l'hypothèse que l'apprentissage consistait à renforcer la connexion neurale entre un stimulus et une réponse. Et les études sur le transfert bilatéral que je viens de décrire cherchaient à faire des inférences sur la physiologie du cerveau. Et les psychologues comportementaux, cependant, ont soutenu qu'une théorie basée sur des hypothèses neurologiques était spéculative et inobservable, et que l'apprentissage devrait être compris simplement comme des modifications de comportement. Dans les années 1930, les psychologues avaient décidé de s'éloigner des théories neurophysiologiques de l'apprentissage. En effet, un problème conceptuel persistant de la recherche sur les transferts, c'est que l'apprentissage est un concept tellement vaste. Comme Henry Ellis, un chercheur sur le transfert qui écrit dans les années 1960, il dit « Dès les premières années de la vie, beaucoup de nouveaux apprentissages sont probablement influencés d'une manière ou d'une autre par l'apprentissage antérieur. Nous pourrions en fait considérer toutes les études d'apprentissage au-delà d'un très jeune âge comme des études de transfert d'apprentissage. Donc,
pas étonnant que les expérimentateurs aient un recours à une telle variété d'approches expérimentales. Cependant, cette diversité a rendu difficile de tirer des leçons cohérentes de la recherche sur les transferts. En fait, une grande partie de l'examen des études sur les transferts se concentrait davantage sur les préoccupations concernant la méthodologie et la conception expérimentale que sur les résultats. La psychologie expérimentale était à ses débuts et la recherche sur le transfert était un domaine où les protocoles expérimentaux étaient élaborés et critiqués. L'étude classique de 1901 de Thorndike et Woodworth, par exemple, a été critiquée pour avoir tiré des conclusions sur l'apprentissage d'un échantillon de seulement 6 sujets adultes et pour son absence d'un groupe de contrôle. Une étude de 1933 a évalué 48 expériences de transfert en examinant des critères tels que l'échantillonnage des sujets, la validité et la fiabilité des tests utilisés et l'adéquation des contrôles, et a conclu que seulement 6 des études étaient valides, alors que la grande majorité était probablement ou évidemment invalide. Ellis, écrivant dans les années 1960, a noté que la plupart des premières études de transfert n'avaient pas spécifié les variables qui produisaient le transfert. Elles ont trouvé un effet de transfert, mais n'ont pas suffisamment isolé ce qui produisait l'effet. Vers les années 1960, les chercheurs en transfert se sont concentrés sur l'identification plus précise des conditions et des variables qui ont souligné le transfert et la conception des séquences de tests afin qu'il soit plus facile de distinguer le véritable transfert de l'apprentissage des effets de pratique ou d'échauffement de la prise de test. Beaucoup de chercheurs en transfert emploient maintenant des formules mathématiques pour le transfert et un chercheur principal en transfert, Ellis, a appelé les chercheurs à préciser quelle formule de transfert était utilisée pour faciliter des comparaisons entre les études. En bref, il y avait une tentative d'imposer une plus grande rigueur sur les mesures et la conception expérimentale. Cependant, en lisant entre les lignes, l'appel d'Ellis pour un étiquetage plus clair révèle que la normalisation était un problème permanent. Un important nouvel accent mis sur cette période était le transfert de facteurs généraux, ou apprendre à apprendre. Cette emphase représentait un abandon de l'emphase comportementaliste sur le transfert entre les tâches similaires vers une capacité plus générale d'apprendre à résoudre des problèmes. C'est une forme de transfert qui semble plus reconnaissable et pertinente pour un éducateur moderne. Et les premières recherches dans ce domaine semblaient montrer qu'une pratique étendue, ainsi qu'une variété de pratiques, était essentielle au transfert de facteurs généraux. Malheureusement, les problèmes de coordination et de normalisation entre les études de transfert restent un problème sérieux. Un article de Susan Barnett et Stephen Ceci, publié en 2002 et très largement cité dans ce domaine, soutient que les études de transfert manquent encore d'une structure commune et surtout omettent de préciser les différentes dimensions qui peuvent être pertinentes pour déterminer si et quand le transfert survient. Ce manque d'utilisation d'une méthodologie et d'une taxonomie normalisée, argumente-t-il, explique pourquoi, jusque dans les années 1990, les chercheurs, examinant la littérature, ont continué à tirer des conclusions sur les transferts qui se contredisent catégoriquement. Certains chercheurs, par exemple, affirment que le transfert de connaissances vers de nouveaux domaines est possible, alors que d'autres prétendent qu'un tel transfert n'a pas lieu. Après un siècle d'intenses activités de recherche sur le transfert, les chercheurs ne sont peut-être pas plus d'accord qu'ils ne l'étaient au début du siècle. L'objectif principal de Barnett et Ceci est d'établir des critères plus clairs pour ce qui constitue un transfert lointain. Le transfert lointain signifie le transfert des compétences cognitives dans un contexte dissemblable, contrairement au transfert proche qui désigne le transfert dans un contexte plus similaire. Et le contexte lointain est la principale préoccupation de Barnett et de Ceci parce que le transfert vers des contextes dissemblables
et le genre de transfert que les écoles prétendent réaliser. Si le transfert lointain est aussi rare que certains critiques l'ont prétendu, alors certains objectifs et prémices de la scolarité formelle pourraient devoir être réévalués. Comme le soulignent les auteurs, une grande partie de l'investissement financier et humain dans l'éducation a été justifiée par le fait que l'éducation formelle contribue à inculquer des compétences générales qui transcendent le monde universitaire et aident les étudiants à devenir des membres plus productifs de la société. Il est entendu qu'à travers une exposition répétée à des problèmes logiquement équivalents, les enfants distillent des schémas de raisonnement sous-jacents et développent des intuitions métacognitives sur le fonctionnement interne de leur système cognitif et que ces idées et schémas transfèrent à résoudre les problèmes auxquels ils sont confrontés en dehors de l'école. Et c'est mon enfance, il est entendu. Leur article montre malheureusement qu'il y a encore peu de recherches pour soutenir cette hypothèse. Mais leur objectif n'est pas cependant simplement de critiquer, mais de proposer une solution. Et pour montrer le manque persistant de coordination dans la recherche sur les transferts, Barnett et Cissy proposent une taxonomie qui mesure le transfert selon 9 dimensions. Et 3 des dimensions évaluent la connaissance du contenu, c'est-à-dire qu'est-ce qui est transféré, alors que les 6 dimensions restantes évaluent le contexte du transfert. Quand et où la connaissance est-elle transférée, d'où et vers quoi. Les dimensions du contexte comprennent, par exemple, les changements dans le domaine des connaissances, par exemple l'application des connaissances apprises dans une classe de langue à une classe d'histoire, les changements dans les paramètres physiques, l'application des connaissances acquises à l'école, dans la vie à la maison, et le temps écoulé entre l'apprentissage de quelque chose et l'application. Les auteurs soutiennent que si vous essayez d'évaluer le transfert lointain, les dimensions les plus pertinentes sont le domaine de la connaissance, le contexte physique et le contexte temporel. Toutefois, et c'est là le point important qui donne à réfléchir de leur article, lorsqu'ils appliquent leur taxonomie à un examen approfondi des études de transferts existantes, il ressort qu'aucune étude n'a examiné la catégorie critique du transfert lointain dans toutes ces 3 dimensions. Alors, que pouvons-nous apprendre de cet aperçu sélectif de la recherche sur les transferts, en particulier de ses paramètres et de ses méthodes, de 1890 à 2002? Je propose qu'il offre les 3 leçons suivantes. Premièrement, si l'on considère historiquement les diverses compétences et mesures utilisées par les chercheurs en transfert, cela montre que ce qui constitue les aspects pertinents de l'apprentissage n'est pas évident. Lorsque les chercheurs entreprennent de mesurer l'apprentissage, leurs mesures reposent sur des hypothèses tacites ou explicites concernant la nature de l'apprentissage, ce qu'ils veulent que les élèves réussissent, par exemple la propreté ou la résolution de problèmes, et les données pertinentes à ces objets éducatifs. Mais il me semble qu'en tant qu'éducateurs, nous parlons souvent de l'apprentissage de façon ample, comme si c'était une catégorie intemporelle et évidente. Et cela est peut-être particulièrement vrai lorsque nous invoquons la vaste catégorie de la pensée critique. Et cette lacune, ce manque de précision, nous ouvre à des critiques comme celle de Kaplan, que j'ai citée au début. Deuxièmement, il y a une boucle de rétroaction entre ce que nous concevons de l'apprentissage et ce que nous mesurons. Ce que nous croyons de la nature de l'apprentissage détermine ce que nous choisissons de mesurer, et les données que nous recueillons renforcent les théories spécifiques sur l'apprentissage. Comme l'a observé un chercheur en examinant la littérature en 1935, des théories rivales d'apprentissage émergent de techniques expérimentales rivales.
Enfin, la recherche sur le transfert était un terrain d'étude pour le débat et le développement de méthodologies expérimentales fiables en psychologie. Et malheureusement, il continue de souffrir de problèmes de normalisation et de cohérence. Comme je le montrerai dans la section suivante, des conseils pédagogiques confiants et des appels à la réforme des programmes d'études ont parfois été tirés d'études qui se sont avérées très ténues. C'est sûrement une erreur que nous ne souhaitons pas répéter aujourd'hui. Je ne crois pas que nous devrions tomber dans le pessimisme et le cynicisme à propos du transfert de recherche, du transfert. Cependant, comme le démontrent Barnett et Ceci, il existe encore d'importantes lacunes dans la littérature de recherche qui devraient nous inciter à être prudents à propos de nos justifications pour l'entreprise éducative, à savoir nos revendications de transfert dans des contextes autres que scolaires. OK. Donc, que peut nous apprendre les recherches sur le transfert, sur la façon d'enseigner? Le transfert de la recherche de formation a fait face à des critiques sévères par des historiens de l'éducation. Ces historiens ont souligné à quel point les preuves expérimentales étaient ténues et ont reproché aux éducateurs de s'être extrapolés à partir d'études douteuses. Dans son livre « Left Back » de 2001, l'historienne Diane Ravitch explique comment la recherche de Thorndike a été utilisée pour affirmer que les matières scolaires n'entraînaient pas l'esprit dans son sens général, mais enseignaient seulement des compétences spécifiques qui n'étaient pas transférées de manière fiable dans d'autres domaines. Elle dit: après Thorndike, il était considéré comme désespérément réactionnaire ou ignorant de faire appel à la valeur de formation de n'importe quel sujet. Elle soutient que les recherches de Thorndike ont donné un élan aux réformateurs en faveur d'une éducation pratique et professionnelle. Lawrence Kremen écrit également que l'étude de Thorndike et Woodworth a détruit l'idée que les matières scolaires avaient de la valeur pour la discipline mentale et a accéléré la tendance vers une vision utilitariste de l'éducation. Richard Hofstadter a prétendu que l'utilisation abusive de preuves expérimentales par les éducateurs qui prétendaient à tort que les conclusions de la recherche sur le transfert étaient claires constitue un scandale majeur dans l'histoire de la pensée éducative. L'idée que l'enseignement en classe devrait ressembler à la vie ou devrait être pratique semble être du bon sens. Mais comme le montrent ces historiens, en particulier Diane Ravitch, les efforts de réforme en faveur d'une éducation utilitariste fondée sur les compétences étaient souvent ancrés dans le classisme et les préjugés. Ils supposaient que le programme traditionnel ou académique s'adressait à l'élite culturelle, les futurs dirigeants de la société, mais était hors de la portée pour la personne moyenne et certainement pour les groupes comme les immigrés dont l'éducation devrait se limiter à des compétences professionnelles ou industrielles. Elle, selon Ravitch, elle voit le modèle des mouvements de réforme basés sur les compétences se répéter au long du XXe siècle. Et elle le voit comme anti-intellectuel et appauvri. À la lumière des critiques de Ravitch, il est intéressant de noter que Kaplan fait exactement le même genre d'arguments basés sur les échecs présumés de la recherche sur les transferts. Nous devrions réduire l'enseignement supérieur et le remplacer par une formation professionnelle ciblée sur l'emploi. Qu'est-ce que les éducateurs ont fait exactement avec les recherches sur le transfert? C'est difficile de savoir exactement comment cela a influencé l'enseignement en classe, mais nous pouvons voir ce que les futurs enseignants ont appris sur le transfert en examinant les manuels de psychologie de l'éducation. Un manuel largement utilisé aux États-Unis par Arthur Gates, publié en 1923, notait que
L'ancienne vision du transfert, qui supposait que certains sujets comme le grec et les mathématiques étaient particulièrement bons pour former l'esprit, était désormais considérée comme peu fiable par ceux qui étaient au courant de la recherche expérimentale sur le transfert. S'appuyant sur la théorie de Thorndike, Gates a soutenu que les enseignants ne pouvaient s'attendre à un transfert de compétences, d'attitudes ou de méthodes que dans la mesure où le sujet de la classe est identique aux situations de la vie. Nous devrions préférer des questions de vie authentiques et des faits largement utilisables, il écrit. 25 ans plus tard, en 1948, ce manuel était à sa 3e édition et le chapitre sur le transfert a été considérablement élargi. Il avait également modulé son message. Bien que les premières théories optimistes du transfert en tant que formation mentale générale étaient fausses, le transfert se produit fréquemment et en quantité variable. Cependant, ajouta-t-il, les expériences montraient que presque toujours moins de transferts qu'on ne le souhaiterait. Montraient moins de transferts qu'on ne le souhaiterait. Le changement le plus important dans son message aux enseignants était sa nouvelle emphase sur le rôle de la généralisation consciente chez les étudiants. Le transfert ne peut pas avoir lieu, le transfert peut ne pas avoir lieu parce que les étudiants n'étaient pas conscients des caractéristiques communes entre les situations. Les élèves doivent apprendre à dépasser les détails pour se conformer aux principes sous-jacents. Le manuel souligne en italique. Sans percevoir les principes sous-jacents, les étudiants étaient peu susceptibles de distinguer le contenu de ce qu'ils apprenaient des méthodes de procédure. Le manuel a donné l'exemple des étudiants suivant la méthode scientifique. S'ils suivaient juste une série d'étapes de routine dans le travail de laboratoire, les étudiants ne comprenaient pas vraiment les attitudes et capacités impliquées dans le travail scientifique et ainsi, le fondement du transfert des méthodes de pensée n'a pas été posé. Le manuel résume ce point en 2 objectifs généraux de l'enseignement. Premièrement, l'étudiant doit comprendre une grande variété de relations, de principes et de généralisations. Et deuxièmement, l'étudiant doit reconnaître les possibilités de transférer cet apprentissage antérieur et doit également reconnaître que le transfert n'est jamais automatique. Mais certains critiques contemporains, comprenant à la fois des éducateurs et des psychologues de l'éducation, ont exprimé de fortes réserves quant à la possibilité de tirer des principes d'enseignement fiables de la recherche sur les transferts. Un autre manuel, Educational Psychology, publié en 1935, déplore que les résultats des expériences d'apprentissage soient malheureusement limitées dans leur application car si peu d'entre eux ont traité de situations complexes en classe. Il note que la plupart des expériences aient été menées avec des animaux ou avec des matériaux relativement simples qui sont éloignés de l'apprentissage complexe qui se produit dans la salle de classe. En 1923, Nicholas Murray Butler, le président de l'Université Columbia, protesta amèrement qu'en se fondant sur quelques expériences désespérément superficielles et non pertinentes, la croyance en la discipline mentale générale avait été remplacée par la doctrine selon laquelle les compétences d'apprentissage étaient spécifiques et situationnelles. Cette nouvelle notion s'est répandue parmi les foyers et les écoles des États-Unis et à la perte de l'efficacité de notre éducation américaine, écrit-il. Mais le plus révélateur, les psychologues eux-mêmes ont exprimé de sérieuses réserves sur le corpus de la recherche de transfert. Dans son examen de recherche
de la recherche de 1928, Guy Whipple, a noté que la plupart des études de transfert précoce, la plupart des études de transfert avaient été menées en utilisant des sujets adultes, que de nombreuses expériences avaient utilisé très peu de sujets, et il a mis en garde contre le fait de tirer des conclusions hâtives des études menées en laboratoire sur les adultes pour les processus mentaux de l'enfant en pleine croissance. Ces études ont soulevé la question plus large de savoir si la psychologie de l'éducation en tant que domaine de recherche pourrait ou devrait informer l'enseignement en classe. Comme l'a déjà fait valoir Noam Chomsky, un psychologue de laboratoire intéressé par l'étude de l'apprentissage, et pris dans un dilemme entre la rigueur et la pertinence. Le psychologue comportemental, par exemple, peut isoler un stimulus très spécifique dans un laboratoire afin d'étudier les réponses des sujets. Mais plus le stimulus est spécifique, plus il est difficile de tirer des conclusions utiles et générales pour l'apprentissage. John Dewey avait exprimé ce même sentiment dès 1899, soutenant qu'un contrôle attentif des conditions expérimentales donne une plus grande précision, mais vient avec les compromis de l'isolement et de l'artificialité. L'école, à des fins psychologiques, se soutient Dewey, se situe à mi-chemin entre les simplifications extrêmes du laboratoire et les complexités confuses de la vie ordinaire. Ces difficultés conceptionnelles étaient évidentes dans la recherche sur le transfert. Un nombre impressionnant de psychologues que j'ai étudiés un nombre impressionnant a exprimé sa frustration que la recherche sur le transfert était étroitement empirique et n'avait pas réussi à générer des théories significatives de l'apprentissage. Par exemple, dans une étude de 1939 sur la recherche sur les transferts, William Brownell a soutenu que la théorie de l'apprentissage de Thorndike était trop artificielle pour être utile aux éducateurs. Si l'apprentissage était conçu comme un processus à l'aveugle d'essais et d'erreurs, les psychologues pourraient offrir peu de conseils pratiques aux enseignants. Car, dit-il, une observation, même superficielle, révèle que les enfants n'apprennent pas de cette manière. En 1965, Henry Ellis affirmait que la recherche sur le transfert avait été trop impliquée dans l'éducation, ce qui avait conduit à une culture d'empirisme étroit. Les études dans des situations de classe étaient trop complexes pour permettre l'isolement de variables pertinentes, écrit-il. Ellis a fait l'éloge de la tendance comportementaliste des années 1930 qui, selon lui, avait déplacé le transfert de la formation au laboratoire afin de développer des lois de comportement. Mais il a noté qu'une conséquence malheureuse de ce changement était que beaucoup de psychologues ignoraient maintenant des appels des éducateurs pour l'orientation. Ellis lui-même a préconisé une position modérée. Il a soutenu que le psychologue avait le devoir de faire des recommandations provisoires aux éducateurs. Il a lui-même présenté des lignes directrices provisoires pour les enseignants tirées de sa propre recherche sur la façon d'enseigner pour le transfert. Par exemple, il a exhorté les enseignants à étiqueter ou identifier les caractéristiques importantes d'une tâche pour aider les élèves à distinguer les aspects pertinents ou délicats d'une tâche. Il a recommandé de fournir une variété d'exemples lors de l'enseignement de concepts afin que les élèves reconnaissent mieux quand un concept est applicable à une nouvelle situation. Et dans la tradition des psychologues avant lui, il a souligné l'importance de maximiser la similarité entre la situation d'enseignement et la situation de test ou de transfert. En somme, l'histoire du transfert dans la première moitié du XXe siècle met en évidence une relation contestée entre la psychologie expérimentale et l'enseignement en classe. Premièrement, les priorités pédagogiques ont parfois été perçues comme compromettant
compromettant le projet de développer une compréhension théorique rigoureuse de l'apprentissage. En revanche, les restrictions de la recherche en laboratoire, peut-être surtout la tâche d'isoler une variable expérimentale, ont rendu les études de transfert d'utilité limitée à l'enseignant en classe. Deuxièmement, les limites apparentes du transfert, révélées par les premières expériences de transfert, ont fourni des munitions rhétoriques au mouvement de réforme qui caractérisait l'éducation américaine du milieu du siècle, mettant l'accent sur l'éducation pratique aux dépens des sujets académiques traditionnels. Nous le voyons le plus explicitement dans les manuels de psychologie de l'éducation pour les enseignants de la période de 1920 à 1950. Et en passant, mon enquête sur les revues éducatives dans cette période révèle une rhétorique encore plus pointue. Peu importe que l'on partage les réserves de Diane Ravitch à propos de l'éducation basée sur les compétences, il vaut la peine de noter l'omniprésence de cette inférence de transfert échoué à l'éducation utilitariste qui est relancée aujourd'hui par Bryan Caplan. Cependant, le statut contesté de la recherche sur le transfert suggère que la recherche sur le transfert n'était pas alors, comme ce n'est pas encore le cas aujourd'hui, une base de données solide pour laquelle proposer des réformes radicales du programme. Je ne veux pas terminer cette discussion par une note de scepticisme et de paralysie, même si, comme j'espère l'avoir montré, la prudence s'impose. La troisième leçon que nous pouvons tirer de cette section est que même si les conseils aux étudiants ont évolué avec l'expansion de la recherche sur les transferts, certaines recommandations ont enduré et ont été corroborées. Un exemple, c'est la nécessité pour les enseignants de sensibiliser les étudiants aux similitudes conceptuelles entre les situations problématiques et les opportunités de transfert de connaissances. Alors, bien que j'aborde ce sujet en tant qu'historienne, je voudrais terminer avec quelques aperçus des résultats de recherche plus récentes sur le transfert de formation. Même s'il s'est avéré difficile de dégager des déclarations consensuelles claires sur le transfert de l'ensemble disparate de la recherche, il existe néanmoins un large éventail d'études sur lesquelles s'appuyer. Quel est l'état actuel de la recherche de transfert? Aujourd'hui, un manuel de psychologie de l'éducation, et ici je me réfère à la 6e édition de Learning Theories de Dale Shunk, publiée en 2012, distingue 3 types de transferts. Le transfert proche et lointain, que j'ai décrit plus haut, le transfert par voie basse et par voie haute, où le transfert par voie basse est spontané et automatique et le transfert par voie haute est abstrait et volontaire. Et le transfert littéral et figuratif, où le transfert littéral implique l'utilisation d'une compétence inchangée dans une nouvelle tâche et figuratif consiste à prendre une partie de ses connaissances générales pour résoudre un nouveau problème. Shunk, l'auteur, cite aussi la recherche montrant que la motivation de l'apprenant est essentielle pour réaliser le transfert. Et tout comme Ellis, le manuel insiste sur l'importance d'avoir des compétences pratiques dans des contextes divers et encourage explicitement les étudiants à reconnaître les similarités pertinentes entre les différents contextes et en fournissant des rétroactions de motivation et en demandant aux élèves de réfléchir à la raison pour laquelle une stratégie donnée fonctionne dans une situation donnée. Le manuel suggère les enseignants pourraient poser une question du type « Qu'est-ce que vous savez qui pourrait vous aider dans cette situation ?» Le psychologue cognitif Daniel Willingham jette un regard critique sur la vague de programmes de pensée critique qui a prospéré dans les années 1990, dont il dit avoir peu de preuves empiriques de succès.
Le principal problème, soutient-il, c'est que la plupart de ces programmes supposaient que la pensée critique est une compétence universelle qui peut être appliquée dans tous les domaines. En d'autres termes, ils ont fait des suppositions injustifiées sur le transfert. Willingham soutient en revanche que la pensée critique dépend de la connaissance du domaine. Les apprenants sont souvent distraits par des caractéristiques de surface d'un problème, comme sa langue ou ses détails contextuels. Cependant, pour réussir le transfert, les élèves doivent comprendre la structure profonde d'un problème. Le hic, c'est que pour comprendre la structure profonde, il faut être immergé dans la connaissance du domaine particulier de ce problème. Willingham soutient par conséquent que les programmes de pensée critique sont une perte de temps et de ressources et que la pensée critique doit être enseignée dans le contexte du sujet. Par exemple, il soutient que la pensée scientifique n'est pas un sous-ensemble du raisonnement général, mais plutôt une pensée spécifique au domaine que l'on ne peut acquérir qu'en apprenant à penser en sciences. Willingham ajoute d'autres principes qui nous sont maintenant familiers. Il note que pour reconnaître la structure profonde d'un problème, il faut enseigner aux élèves des stratégies métacognitives qui rendent la pensée critique plus probable. En d'autres termes, comme Ellis l'a fait valoir, les étudiants doivent être conscients de leur propre pensée et reconnaître les opportunités de transfert. Les arguments de Willingham au sujet de la spécificité du domaine de la connaissance montrent un problème important dans le transfert, à savoir le problème de la spécificité de la tâche. Les inquiétudes concernant ce problème et ses implications pour le transfert remontent à l'étude de Thorndike et Woodworth en 1901, qui, si vous vous souvenez, soutenait que les fonctions mentales étaient atomisées et spécifiques au point que la compétence dans l'estimation des aires de rectangle ne se reportait pas aux aires de triangle. Et si la spécificité de la tâche est réelle, alors le transfert est contraint. Cependant, un examen de recherche en 2014 par C. Sean Green, je m'excuse, je ne l'ai pas mis sur le PowerPoint, soutient que plusieurs études faites au cours de la dernière décennie ont démontré que le transfert de grande taille est plus possible qu'on ne le croyait auparavant. Il cite par exemple une étude de 2004 qui indique que la formation musicale enseigne des qualifications qui vont bien au-delà de la musique et qui accroissent l'intelligence fluide, c'est-à-dire la capacité de résoudre de nouveaux problèmes et de reconnaître des modèles. Ils ont également mis en évidence des nouvelles prometteuses pour les apprenants adultes. Un autre obstacle perçu au transfert était le fait que la neuroplasticité diminue avec l'âge. Alors que le cerveau devient moins malléable avec l'âge, ils disent les travaux récents sur la neuroplasticité suggèrent que la plasticité perdue au cours du processus de vieillissement peut être récupérée par différentes méthodes, y compris des stratégies comportementales, rapportent les auteurs. Cette vue d'ensemble très rapide de quelques études de transfert récentes montre que le domaine est toujours en mouvement, que les prescriptions pédagogiques sont affinées et que, contrairement à l'évaluation cruelle, très critique de Kaplan, il y a de bonnes raisons pour demeurer optimiste quant à la possibilité d'enseigner pour le transfert. Cependant, bien que certaines de nos aspirations et intuitions quant au transfert peuvent s'avérer exactes, l'évolution historique de la recherche sur le transfert devrait nous rappeler de modérer nos affirmations rhétoriques les plus larges de ce que l'éducation formelle accomplit. Les chercheurs conviennent que le transfert lointain exige des stratégies délibérées de la part des enseignants et des étudiants, et la recherche empirique derrière ces stratégies était et est toujours plus fragmentaire et provisoire que nous le voudrions. Finalement, j'espère avoir montré que nos meilleures pratiques actuelles d'enseignement pour le transfert ne sont pas simplement issues des dernières études, mais révèlent plutôt
l'héritage du dernier siècle de recherche sur les transferts. Merci. Oui. Merci beaucoup pour votre conférence. Ça nous montre un petit peu justement l'ampleur de ce concept du transfert et un mot-clé que j'ai retenu, c'est la prudence qu'on doit avoir entre des recherches qui peuvent se faire dans un domaine sur le transfert et faire une application trop littérale au monde de l'enseignement, de l'éducation. Alors, respecter un peu ces deux logiques, ces deux mondes, je crois que c'est un enseignement, j'aime bien cette perspective historique parce qu'elle est source de sagesse d'une certaine façon. Une constatation et après ça j'aurai une question. Alors moi je constate avec vous que pour accélérer ou augmenter les possibilités de transfert, la métacognition, l'enseignement explicite, décomposer le principe, la structure, par exemple, d'un raisonnement, de la résolution de problèmes ou des formes comme ça, je pense que c'est important. L'enseignement explicite, trop longtemps, je crois, on a pris pour acquis que ça se ferait spontanément. Et je crois qu'il y a encore débat là-dessus aussi, mais personnellement, je suis plus du côté d'un enseignement plus orienté où on force l'étudiant, on réfléchit avec lui sur justement c'est quoi les caractéristiques principales d'une situation, les similitudes, les différences d'une situation à l'autre, etc. Et par contre, moi j'hésite entre... Par exemple, bon, la pensée critique, c'est certain que ça peut être spécifique à des domaines particuliers, par exemple le domaine de la science expérimentale versus le droit ou la psychologie ou les arts, etc. En même temps, il me semble qu'il y a des attitudes qui peuvent être partagées par plusieurs domaines. Enfin, on voit il y a des... oui, je pense qu'il y a des caractéristiques particulières de la pensée critique dans des domaines, mais en même temps, il y a des choses qui peuvent être générales. Ma question, peut-être vous allez la trouver un petit peu en dehors de votre conférence, mais en même temps, ça la prolonge peut-être. C'est vous, comme enseignante en philosophie et en histoire de la philosophie, je crois, qu'est-ce que vous laissez à vos étudiants et à vos étudiantes comme potentiel de transfert pour leur vie professionnelle et personnelle future? Alors, votre enseignement, selon vous, qu'est-ce que ça apporte? Ou ça peut être toute la formation au Bard College, je ne sais pas, mais commençons par votre cours, votre enseignement. C'est certain que parfois il faut que je mette de côté ma recherche parce que ça peut, comme je pense ressort un peu dans mon exposé, ça peut nous rendre trop pessimistes ou peut-être paralysés. Donc je crois que parfois, je l'admets, mes ambitions sont larges et I don't practice what I preach. Je ne suis pas toujours aussi modeste que les recherches empiriques devraient peut-être me rendre. Donc, moi, quand j'enseigne la philosophie, par exemple, j'espère vraiment que mes élèves sortent d'un de mes cours avec une meilleure capacité à analyser les détails d'un problème et à ne pas sauter trop vite à la conclusion. Et souvent, j'espère qu'ils sortent avec un peu plus de scepticisme
et je sais, en disant ça, je sais que ce sont des buts très larges. En même temps, je pense que ce que je retiens de ce message, c'est que vraiment les compétences disciplinaires sont importantes. Et que parfois, les buts plus étroits sont valides et importants, sont une étape importante de l'apprentissage, de vraiment apprendre comment un philosophe des sciences construit un argument, par exemple, ou répond aux critiques, ou attaque un problème. Et au cours d'un semestre, voir plusieurs philosophes engagés dans ce mode de discours très particulier, je crois que ça aussi, c'est valide. C'est pas nécessaire toujours que ça... Je pense que ça valorise l'importance de les connaissances dans ce domaine particulier. Ça vous satisfait? Bon, excusez-moi. Je suis avec beaucoup d'intérêt de votre présentation. Je trouve vraiment très intéressant d'avoir une perspective aussi historique sur la question du transfert allié avec la formation. La question que j'avais, est-ce qu'il y a un parallélisme à faire, par exemple, entre l'évolution, l'évolution de l'apprentissage parce que quand je regarde les outils que vous utilisez, il y en a qui, par exemple, étaient à l'époque où le behaviorisme était vraiment très à la mode. Puis après, il y a eu aussi le cognitivisme, le constructivisme, le socio-constructivisme. Puis je me demande si aujourd'hui, on ne pourrait pas quand même avoir, comment dirais-je, de nouvelles approches qui peut-être seraient prometteuses. Par exemple, je pense aux approches contextualistes. Il y a des approches contextualistes, c'est la question des transferts, par exemple. Où on essaie de voir dans quelle mesure le contexte socio-culturel, le rapprochement entre différents contextes socio-culturels pourrait peut-être nous amener à appréhender le transfert de différentes façons. Je pense par exemple à la question des rapports entre formel et informel. Des apprentissages. Aujourd'hui, par exemple, il y a, cette question se pose encore à l'ère de technologies numériques, où par exemple, on se rend compte que le rapport numérique chez les apprenants est davantage plus forgé en dehors des institutions de formation, en dehors de l'université, en dehors de l'école, et que ce rapport numérique n'est pas nécessairement prise en compte dans la formation. On parle de l'intégration des technologies dans l'enseignement-apprentissage, mais ce rapport qui est forgé en dehors des institutions de formation n'est pas pris en compte. Est-ce que le transfert ne devrait pas aussi être appréhendé différemment? Donc, ce sont les deux questions. Moi, je fais partie d'un groupe où on essaie de réfléchir un peu sur les approches critique du numérique à l'éducation. Et où aussi ces questions de transfert, il y a des gens qui travaillent là-dessus. Je connais un chercheur, par exemple, Norvège, qui travaille là-dessus. J'étais dans un congrès à notre dernier en Bulgarie où il y avait tout un groupe au niveau des réseaux anglophones. On réfléchit un peu sur la bridging formal and informal learning ou digital technologies, par exemple. Les ponts entre le formel et l'informel via les nouvelles technologies numériques, par exemple. Donc, ça amène tout un foisonnement de questions, mais je pense que la question des transferts n'est pas encore tranchée, mais je pense quand même qu'il y a peut-être des approches qui seraient de nature à faire avancer les choses. C'est une très bonne question et je voulais, initialement quand je planifiais cette conférence, je voulais avoir une section entière qui considérait la relation des expériences sur le transfert, des études sur le transfert, avec les changements que vous mentionnez, les théories sur l'apprentissage et comment ces théories changeaient au cours du XXe siècle. Et une direction que je veux poursuivre dans le futur, c'est je suis très intéressée
à comment l'émergence du science cognitive, cognitive science, c'est la bonne traduction, commence à reformer les approches à mesurer et étudier le transfert. Parce que, j'ai juste mentionné ça en bref, mais il y a un des chercheurs que j'ai cité dans cet exposé, je pense qu'il dit quelque chose de très sage. Il remarque que vraiment les théories de l'apprentissage émergent des techniques expérimentales employées. Et que parfois, il y avait de très grands débats qui se portaient sur la nature de l'apprentissage, en même temps que tous ces débats sur le transfert. Et j'ai perdu le fil là. Il reconnaît que parfois ces débats sur les particuliers du transfert émergent plus profondément sur des concepts complètement différents de l'apprentissage et de ce qui est pertinent à l'apprentissage. Donc c'est vrai, c'est absolument une très importante partie de l'histoire et qui était un peu minimisée dans cette version, et en fait que je vais explorer en plus de profondeur. Si vous permettez, j'ajouterai une autre information. Par exemple, le fait qu'on regarde souvent les études américaines, les études occidentales, par exemple, je pense toujours à Vygotsky, par exemple, qui n'avait pas été considéré dans les années 1920, alors que lui, il travaillait sur d'autres approches qui remettaient en question la question de la conception de l'intelligence, où on mettait en avant les questions, par exemple, de mesure par le quotient intellectuel, etc. Alors que lui, il faisait avancer d'autres types de recherches, mais bien sûr, quand il dit contexte de la recherche, en ex-URSS, ces travaux étaient censurés, mais qu'en Occident, on a découvert ces travaux dans les années 60, par exemple, son ouvrage Français et langage, qui a été traduit dans les années 80, alors que lui, il pensait déjà dans les années 1920. Donc, des fois aussi, sortir du contexte purement américain, en tout cas, pour essayer aussi de le regarder ailleurs. C'est vraiment que le transfert a été appréhendé différemment dans notre contexte. Oui, je trouve intéressant la citation de Vygotsky parce que des fois, j'ai comme l'impression qu'on oublie des choses qui ont été déjà faites en éducation. Mettons, sur un parent Piaget, s'il y a correct, et jusqu'à présent, personne n'a été capable de démontrer que ces théories sont correctes. En face d'un nouveau problème, un enfant va utiliser, un enfant et un adulte, n'importe qui, va utiliser les schémas qu'il dispose déjà, qu'il a appris. Ces schémas sont un ensemble des concepts, des expériences qui ont été construits. Donc, en face d'un nouveau problème, automatiquement, on essaie de l'approcher d'une manière en utilisant des schémas duquel on dispose. Donc, si on pense au transfert comme l'utilisation de ce qu'on a déjà appris en face d'un nouveau problème, on pourrait peut-être se demander dans quelle mesure on va être capable d'utiliser ces schémas-là. Mais on va toujours essayer de les utiliser, parce qu'au moins c'est ce qu'il dit. Donc c'est un peu bizarre qu'on se demande, peut-être, c'est là que je demande votre avis, est-ce qu'on devrait vraiment se demander s'il y a un transfert, ou simplement dans quelle mesure il y a un transfert? Parce que c'est sûr qu'il y a un transfert. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Oui, non, je suis d'accord. Et même, donc, très vite, la question a été révisée. Au départ, je pense que les expériences de Thorndike et Woodworth, il y avait une gamme que je n'ai pas
traiter de toute la gamme, mais ils ont été... Je pense que la perception était que la question était est-ce que le transfert, est-ce que ça se passe, est-ce qu'il y a du transfert? Mais très vite, la question a été révisée à oui, il y a du transfert et il y a même parfois du transfert négatif, c'est-à-dire on peut parfois apprendre des choses qui interfèrent avec l'apprentissage de nouvelles tâches. Mais la question qui concerne les chercheurs, c'est quelles conditions favorisent le transfert et quelle est comme vous dites, à quelle mesure? Est-ce que le transfert, how much transfer? Combien de transfert? Oui. Et donc, la question est bien plus précise que est-ce qu'il y a du transfert? Oui. C'est quelles conditions favorisent et how much? Et donc, c'est bien ça que les gens veulent mesurer et veulent analyser. Et je pense que sur ce que vous dites sur Piaget, je pense que ce qui m'intéresse dans ce sujet, c'est l'effort de créer des études étroites qui veulent établir une base empirique pour les théories sur l'apprentissage. Et c'est vraiment difficile à faire. Je pense que c'est une des leçons de cette histoire, de ce siècle de recherche. C'est que quand on veut tester une des théories ou même nos intuitions sur l'apprentissage, comment devrait-on construire une expérience et comment est-ce qu'on sait ce qu'on peut conclure sur la base de cette expérience? Est-ce que c'est clair? Et c'est ce problème de traduire les théories et les intuitions en expérience empirique que c'est intéressant pour une histoire des sciences et pour n'importe qui est intéressé à l'éducation, je pense. Comment est-ce qu'on génère une base empirique pour nos croyances, nos suppositions Les dangers, sur les... comme vous avez déjà souligné, c'est qu'on passe des fois très vite de ces expériences empiriques. Exactement. Qui sont toujours très limitées. Exactement, oui. De l'application en classe. Oui. Et j'ai peut-être profite pour vous poser une autre question. Aujourd'hui, on voit une autre tendance qui commence à se présenter. Des recherches qui sont faites en neurosciences, oui. Ou en sciences cognitives, et qui commencent déjà à être trop vite lancées sur les enseignants. Oui, non, vous avez absolument raison. Oui, vous avez absolument raison. Mais c'est la tension intéressante, parce que on veut avoir de l'évidence empirique pour nos prescriptions scolaires. On en a besoin, on le veut, on ne veut pas juste dépendre sur la sagesse du jour. Mais en même temps, c'est vraiment... Je pense que l'histoire de cette recherche montre que c'est compliqué parce qu'il y a une longue tradition d'extrapolation hâtive des résultats. Et donc, il y a un vrai dilemme, je crois. Et ça se répète, comme vous dites. Oui, en fait, je me demandais, vous avez parlé évidemment du transfert, puis à mon avis, moi je suis dans le domaine de l'enseignement des sciences. Pour moi, le transfert, ça signifie automatiquement être en dehors de l'école aussi, ou de situation de la vie d'école. Bon, la vraie vie des élèves, c'est en partie à l'école. Je voulais avoir votre avis sur comment est-ce que l'école devrait se servir du transfert? Est-ce qu'on devrait, dans un contexte scolaire aussi formel, sortir de l'école pour diverses raisons, pas nécessairement aller très loin, mais comment est-ce qu'au sein de l'école, on peut favoriser le transfert sans rester dans une classe? Ça dépend de ce qu'on apprend, évidemment. Oui. Je pense que
un des principes qui vraiment a enduré et a été corroboré, c'est le principe que c'est très utile aux étudiants d'approcher un problème dans des contextes divers et de manières diverses. Et donc, si ce principe est valide, et il semble que c'est un des principes qui émerge, qui est plutôt robuste, ça devrait justifier l'effort de, oui, sortir de la salle de classe. Comme Barnett et Ceci, dans leur taxonomie, ils disent que le contexte physique doit être considéré et souvent n'est pas suffisamment considéré. Donc, ça suggère fortement que, oui, ça ferait du bien de sortir, littéralement de sortir de l'école et de rencontrer les mêmes problèmes, les mêmes idées dans un autre contexte physique. C'est une ça renforce notre intuition, je pense. Oui. J'ai vu que vous aviez cité John Dewey, qui a créé les laboratory schools américains. Qui, pardon? John Dewey. Oh, Dewey. Dewey. Qu'est-ce que vous pensez des lab schools comme milieu pour tester le transfert ou toute autre théorie ou intuition en éducation? C'est intéressant parce que je pense que j'ai pas beaucoup parlé de ça dans l'exposé, mais il y avait tout un corpus de recherche qui n'était pas... Il y avait les psychologues qui faisaient leurs propres études, mais il y avait aussi les enseignants qui faisaient leur propre expérience en classe. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces expériences qui ont été initiées par les enseignants ont été peut-être les plus fortement critiquées. Parce que c'était eux, quand Ellis dit que les recherches sur le transfert étaient trop appuyées sur l'école, étaient trop empiristes, étaient trop étroites, empiriste? C'est ça qu'il a en tête, c'est ces expériences des enseignants qui posent des questions très étroites et donc qui ne participe pas très clairement à avancer la théorie de l'apprentissage. Donc, il semble que historiquement, il y a des vraies limites des lab schools, de l'approche lab school. Surtout pour ce type de recherche-ci. S'il y a moyen de peut-être faire des expériences plus théoriques dans l'école, c'est une autre question, mais aux années 10, 20, 30, ce n'était pas le cas. Une petite question très rapide. On parle beaucoup de ce qu'on apprend à l'école, de quelle manière ça peut être transféré dans le contexte extrascolaire. Et il me semble qu'on ne s'interroge pas suffisamment sur ce que les jeunes apprennent dans leur vie. Par exemple, toutes les compétences numériques que les jeunes ont, comment on peut les exploiter dans le domaine scolaire, donc un petit peu à l'inverse. Et par exemple, l'expérience qu'ils ont en milieu de travail, beaucoup d'étudiants à partir du secondaire ont des expériences de travail, ils apprennent plein de choses là-dedans. Et alors donc, il y aurait peut-être l'idée aussi de transférer de la vie personnelle vers l'école et voir qu'est-ce qui peut être récupéré et maximisé. Certainement. Mais c'est vraiment beaucoup la présentation. Je trouve que c'est courageux de traiter ce sujet-là comme historien et philosophe des sciences, justement parce que ça remet en question en bonne partie ce que les historiens et les philosophes comme éducateurs prétendent qui mettent de l'avant. Donc j'ai aimé la question de Jacques au départ qui dit dans ta foi. Oui. Historien et philosophe comme enseignant. Ça me heurte.
Ma question, c'est une chose que j'ai trouvé surprenante, parce que je connais rien du tout là, à l'histoire des théories de l'apprentissage et tout ça, même si je me tague d'être un enseignant. C'est au début du 20e siècle, les gens qui disaient dès ce moment-là que toute l'idée qu'il y avait, j'ai oublié les termes qui étaient utilisés, mais qu'il y avait ce qu'on appellerait aujourd'hui, je pense, des compétences transversales. Tout ça, c'était old school, que c'était déjà dépassé. Oh, OK. Il y avait ça au début, dans certaines citations qui étaient surprenantes pour moi, parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est comme revenu à ça. Il y a une mise de l'avant au niveau des ministères. Les gens ici en éducation vont me corriger si j'ai rien compris à rien, mais il y a la mise de l'avant que l'éducation forme à des grandes compétences transversales, incluant des trucs qui seraient vraiment comme pensée critique at large. Oui. Donc, j'essaie de voir, est-ce que c'est parce que les contenus éducatifs, donc à travers les ministères, se sont faits en complètement disjonction avec la recherche et le transfert, ou il y a une histoire qui manque, et ainsi de suite? Je pense qu'il y a je pense que ça signale que oui, il y a un peu de disjonction. C'est ça exactement que je veux signaler, c'est que nos objectifs sont tellement larges. Et c'est pour bonne raison, c'est parce qu'on veut tous croire que ce que nous faisons dans les écoles se réalise ces larges objectifs. Et mais je crois que vraiment, il faut être prudent parce que si on exagère ce qu'on fait et ce qu'on peut faire, ou si on pense que ces larges objectifs se réalisent automatiquement juste en soyant un étudiant de la maternelle à la fin de l'éducation supérieure, si on présuppose ça et que quelqu'un comme Bryan Caplan, un sceptique, arrive et dit, mais ça n'arrive pas, ça ne passe pas comme ça. Là, on n'a rien. Donc, il faut peut-être, je crois qu'il faut être plus prudent. Et je travaille à une école d'arts libéraux. Et donc, j'entends ça tout le temps, cette grande rhétorique. Et je pense, selon moi, qu'il faut modérer ça un peu, sinon on se laisse ouvert à des critiques comme ceux de Caplan. Donc, il y a certainement un élément, peut-être pas de pessimisme, mais de précaution. D'humilité, oui. Peut-être des compromis. Oui, des compromis. Et seulement pour ajouter rapidement, dans le livre que j'ai écrit sur la conférence de Jacques à la fin, j'ai cité un auteur dans un document que j'ai envoyé à François récemment. Je cite un auteur qui s'appelle Bensley. C'est dans le domaine de la psychologie, si je ne me trompe pas. Il fait une recension sur les écrits sur la pensée critique. Et un des sujets, c'est la question de transfert. Et en analysant certains auteurs, il va dire finalement, on commence à marcher vers un consensus, parce que ce débat entre les généralistes, qui croient qu'on peut transférer les compétences à n'importe quel domaine, et les spécifistes, qui croient que chaque domaine a ses compétences et on reste là. Comme Willingham, oui. Et finalement, on va s'y rendre compte qu'ils sont les deux. La pensée critique, c'est un peu l'ensemble de ces deux choses-là. On a besoin autant d'un type de compétences que d'autres. J'ai douté un peu, je trouvais peut-être un peu simpliste, mais bon, je ne sais pas si... Il va falloir que vous me donniez le nom de cet auteur parce que je ne le connais pas. Quelqu'un qui... mot de la fin? Question finale? Oui. Vous avez quand même aussi touché un peu à la conception utilitariste de la formation. La conception utilitariste de la formation. C'était présent aussi un peu. Oui. Je pense, quand je faisais ma thèse de doctorat, j'avais essayé un peu d'aller voir l'évolution de en tout cas au niveau de l'université, l'évolution de la conception à travers le temps, la conception de la formation à l'université.
Puis j'avais vu par exemple que généralement on pouvait dégager 3 modèles là, qui ont émergé. Par exemple, on pourrait considérer le modèle de Newman en termes de la formation universitaire, la formation intellectuelle et morale, c'est important. Puis il y avait aussi le modèle Humboldtien que former, par exemple, que le meilleur, comment dirais-je, qu'il fallait former à la recherche, et que le meilleur enseignant pouvait être que le meilleur chercheur, par exemple. Puis après, il y a aussi le modèle américain de Whitehead. Whitehead qui justement était vraiment le défenseur de la conception intellectuelle de la formation. Et de là d'ailleurs découle aujourd'hui, par exemple, certains modèles au niveau des universités, comme par exemple les universités entrepreneuriales. Et puis aujourd'hui, on a d'autres défenseurs comme Burton Clark en Californie, qui est un peu s'inscrit dans cette dynamique-là. Alors je me suis dit, peut-être qu'en regardant aussi les finalités de l'éducation, les finalités de la formation à travers le temps, que ça peut aussi avoir des liens aussi avec la façon de concevoir le transfert. C'est une hypothèse que je m'en fais. Peut-être aussi sur une question à laquelle on pourrait réfléchir. Juste comme ça, juste un commentaire. C'était le mot de la fin. OK. Voilà, merci beaucoup. C'est bien. Michel. Merci à tous pour la discussion. Merci à vous. Merci.